Je m'appelle Emily et jusqu'à récemment, je comprenais mon mariage. Mon mari David et moi étions ensemble depuis près de 9 ans. Et comme la plupart des couples, nous avions eu notre lot de difficultés, de problèmes d'argent, de l'érosion progressive de la flamme et de ces ressentiments non exprimés qui s'accumulent avec le temps. Pourtant, si on me l'avait demandé, j'aurais dit que notre couple était solide. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais un soir, David m'a demandé quelque chose qui m'a profondément bouleversée. Ce n'était pas une demande ordinaire, pas le genre de choses que les femmes s'attendent à entendre de leur mari. Sa voix était calme, trop calme, comme s'il l'avait répétée 1000 fois avant d'oser enfin la prononcer à voix haute. Emily, commença-t-il, sa main posée nerveusement sur mon genou. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait nous changer. Au début, j'ai cru qu'il parlait de vacances, d'un changement d'air, ou peut-être d'un nouveau passe-temps à deux. Mais ensuite, il l'a dit, ces mots qui m'ont fait me figer et cligner des yeux, incrédules. Je veux que tu sois avec deux autres hommes, pas dans mon dos, mais parce que je le veux. Ma bouche s'est asséchée. J'ai d'abord ri, pensant à une blague. Mais quand j'ai plongé mon regard dans le sien, je n'y ai vu aucune trace de humour, seulement une étrange faim, une intensité singulière que je ne lui connaissais pas. L'atmosphère entre nous est devenue pesante. Ma poitrine s'est serrée tandis que j'essayais de comprendre ce qu'il venait de me confier. Pourquoi un mari demanderait-il cela à sa femme? Était-ce une épreuve perverse, un piège destiné à révéler ma fidélité, ou était-ce, d'une manière détournée, l'aveu de ce qu'il désirait vraiment? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ces paroles résonnaient dans ma tête et je les retournais sans cesse pour les comprendre. Je pensais à notre vie ensemble, aux sacrifices que nous avions tous deux faits et à l'amour que nous avions construit. Pourtant, il y avait aussi cette solitude qui me rongeait depuis des mois. La façon dont David s'était éloigné, distrayant, presque comme s'il voulait me pousser dans les bras d'un autre. 2 jours plus tard, David en reparla, cette fois avec des noms, Marcus et Jamal. Il les prononça avec désinvolture, comme s'il s'agissait de vieux amis, alors que je ne les avais jamais rencontrés. D'après David, c'étaient des hommes qu'il connaissait de sa salle de sport, des hommes en qui il avait confiance, des hommes qui, selon ses propres termes, prendraient soin de moi. Je le fixais, incrédule. Tu ne peux pas être sérieux, David, c'est de la folie. Mais il était sérieux. Plus je protestais, plus il se calmait, comme si ma résistance ne faisait que confirmer à quel point il le désirait. Et, sous mon choc, je sentais quelque chose de dangereux s'agiter en moi. Une conscience troublante de curiosité. Je me détestais pour ça. Je détestais cette partie de moi qui se demandait même ce que ça ferait de dire oui. Ce week-end-là, David m'a présenté à Marcus et Jamal. Ils étaient prudents, pesant leurs mots presque trop, comme s'ils comprenaient de la délicatesse de ce qui se déroulait. Marcus avait une confiance tranquille, le genre de présence qui emplissait une pièce sans effort. Jamal, en revanche, était décontracté, son rire désarmant. J'aurais dû être repoussée, voire en colère. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis surprise à les observer, à remarquer de petits détails que je n'aurais pas dû remarquer. La voix autoritaire de Marcus, la façon dont le sourire de Jamal semblait faire tomber mes défenses. David était assis près de moi pendant cette réunion, sa main ne quittant jamais la mienne. Il m'observait, évaluant mes réactions comme s'il avait besoin de la preuve que son fantasme pouvait devenir réalité. Le plus étrange était son regard, presque fier, comme s'il avait ouvert une porte que ni l'un ni l'autre ne pourrions refermer. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'essayais d'enfouir la tempête qui grondait en moi. Je pensais à la loyauté, aux vœux, au caractère sacré du mariage. Mais je pensais aussi à la façon dont le regard de Marcus s'était attardé sur moi un peu trop longtemps, à l'effet que le charme naturel de Jamal avait eu sur moi. J'avais remarqué ce point désiré. Je voulais croire que j'étais assez forte pour mettre fin à cette folie, et pourtant, au fond de moi, je connaissais la vérité. Une limite avait déjà été franchie. David murmura sa demande. La tentation n'était plus extérieure à moi.
Elle était en moi, grandissant, et je n'étais pas sûre de vouloir la combattre. Les jours qui suivirent sa mentossite et sa rencontre avec Marcus et Jamal furent un boulet d'émotions que je n'arrivais pas à démêler. J'essayais de me distraire avec le travail, les courses et le cycle incessant des corvées qui rythmaient ma vie. Mais chaque instant de calme, chaque pause dans ma journée me ramenait à leur visage, à la demande de David, à cette dangereuse curiosité que je refusais d'admettre me consumante. David semblait plus léger, comme libéré du poids de dire enfin ce qu'il avait retenu si longtemps. Il m'observait avec une attention excessive. Chaque fois que je croisais son regard, j'y voyais à la fois de la réassurance et de l'insistance. Il voulait que je fasse ça, il voulait que je franchisse une limite que j'avais toujours crue infranchissable. Je me disais que je ne le ferais pas, que j'aimais mon mari et que son fantasme épicé n'avait pas à devenir le mien. Mais l'amour et la loyauté ne parvenaient pas à faire taire la voix dans ma tête qui murmurait tard dans la nuit. À quoi cela ressemblerait-il? Un soir, David a suggéré d'inviter Marcus et Jamal à nouveau pour dîner. Ces paroles, prononcées avec tant de désinvolture, ont fait battre mon cœur à tout rompre. J'ai hésité, mais je n'ai pas dit non. Peut-être parce que dire non aurait été trop définitif ce soir-là. Mais sous la conversation se cachait une tension que je ne pouvais ignorer. Le regard fixe de Marcus s'attardait trop longtemps. L'humour de Jamal, doux comme un cheveu sur la soupe, m'a aussi fait me voir d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et David, toujours à l'affût, était assis près de moi, mais parlait peu, comme s'il attendait que quelque chose d'invisible se produise entre nous, à un moment donné. Je me suis excusée et suis allée à la cuisine débarrassée. Jamal m'a suivi quelques minutes plus tard, portant des verres Hertz. Nos mains se sont frôlées lorsque j'ai voulu en prendre un. Et bien que ce fût le plus petit, une étincelle m'a traversée, si vive que j'ai failli laisser tomber le verre. Désolé, murmura-t-il, mais ses yeux disaient autre chose. Quelque chose non dit, quelque chose de patient. Mon cœur s'emballa tandis que je retournais à table, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Les murs de ma résistance se fissuraient. Plus tard dans la soirée, après leur départ, j'ai confronté David. Ma voix tremblait tandis que j'exigeais de savoir pourquoi il me poussait à faire ça. Parce que je te connais, dit-il simplement. Je peux te donner ma bénédiction, Emily. Je veux te voir libre. Ces mots me glacèrent le sang. Une partie de moi pensait qu'il se mentait à lui-même, se persuadant d'une étrange fantaisie. Une autre partie craignait qu'il ait raison, que j'aie désiré à quelque chose que je ne pouvais avouer, même à moi-même. La semaine suivante, Marcus m'appela. Sa voix était grave, calme, presque désarmante. Il n'insista pas. Il m'a juste demandé comment j'allais, comme si mes émotions comptaient plus que tout. C'était une petite gentillesse, mais elle m'a rassurée. Jamal m'a envoyé un texto, une simple phrase qui disait pas de pression. Seulement quand tu seras prête, ces mots m'ont hantée, parce que le problème n'était pas d'être prête, j'étais déjà au bord du précipice. Le problème, c'était de l'admettre. J'ai commencé à remarquer des changements en moi. Mon reflet dans le miroir était différent, comme si je portais un secret que je ne pouvais pas partager. Mes collègues m'ont demandé pourquoi j'avais l'air distraite. Mes amis m'ont demandé si tout allait bien à la maison. J'ai menti à tous en disant que j'étais juste fatiguée, juste occupée. Mais la vérité était plus simple. J'étais en train de tomber dans quelque chose de dangereux. La nuit où c'est finalement arrivé n'était pas prévue. Ou peut-être que si, d'une manière que je ne voulais pas admettre. David a invité Marcus et Jamal une fois de plus, mais cette fois, pas de dîner, pas de fausse pression, juste une conversation à voix basse qui s'est peu à peu chargée de sens. J'ai tenté de quitter la pièce à bout de nerfs, mais David m'a attrapé par la main. Sa poigne était ferme, presque rassurante. Reste, a-t-il murmuré, et je suis restée. Mon cœur battait la chamade, les murs de notre salon semblaient se refermer sur moi. L'air était lourd, chargé de présence, le regard de Marcus était fixé sur le mien, calme mais autoritaire, tandis que la présence de Jamal était plus chaleureuse, m'incitant à me rapprocher du précipice. Tout en moi criait que c'était une erreur,
Et pourtant, en regardant David, son expression indéchiffrable, presque fière, j'ai compris que le choix était déjà fait. La limite que j'avais juré de ne jamais franchir était juste devant moi. Point. Et à cet instant, j'ai franchi le pas. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube, fixant le plafond en silence. Mon corps reposait immobile près de celui de David, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Chaque pensée, chaque émotion se disputait le pouvoir. La culpabilité me rongeait, la honte de m'avoir allongée. Qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus sombre, plus difficile à admettre. Un sentiment de soulagement, j'ai cru avoir franchi la ligne. J'avais fait ce que j'avais juré de ne jamais faire. Et même si je voulais revenir en arrière, je ne pouvais effacer le souvenir, les sensations, ni la façon dont cela m'avait fait revivre comme je ne l'avais pas fait depuis des années. À côté de moi, David dormait profondément, sa respiration régulière et paisible me frappant plus que tout. Le calme sur son visage. Il n'était pas brisé par ce qui s'était passé. Au contraire, il semblait comblé, presque fier. Lorsqu'il s'est finalement réveillé et m'a regardé, il n'y avait aucune colère dans ses yeux, aucune rancune. À la place, il y avait quelque chose d'inquiétant, de la satisfaction. Ça va? Demanda-t-il doucement. Je ne répondis pas tout de suite. Ma gorge se serra. Les mots étaient trop petits, trop fragiles pour contenir tout ce qui bouillonnait en moi. J'ai fini par hocher la tête, bien que la vérité fût plus complexe. La journée s'étira dans le silence. Je la traversais comme un fantôme préparant le petit déjeuner, pliant le linge, essayant de reprendre une vie normale. Mais chaque recoin de la maison me rappelait ce qui s'était passé. Le salon n'était plus un simple salon, c'était un secret, une fracture dans mon mariage qui ne pourrait jamais être colmatée. Marcus et Jamal ne m'ont pas contacté immédiatement. Quand ils l'ont fait, c'était avec la même douceur qu'avant. Aucune pression, aucune intrusion, juste un message qui disait « Nous espérons que tu vas bien ». Ces mots m'ont brisé le cœur, car je n'allais pas bien. Et pourtant, une partie de moi aspirait à être de nouveau près d'eux. C'était la vérité la plus cruelle de toutes. La tentation ne disparaît pas une fois qu'on y cède. Elle se renforce. David semblait percevoir mon trouble. Il était plus à l'écoute, me parlait différemment, comme si j'étais une nouvelle version de moi-même. Parfois, il me regardait avec fierté, comme si je lui avais offert quelque chose qu'il désirait depuis des années. D'autres fois, je percevais des lueurs d'autres choses dans son expression, de la jalousie, du doute, peut-être même du regret. Un soir, je l'ai confronté. Pourquoi, David? Lui ai-je demandé. Pourquoi voulais-tu ça? Il a pris une longue inspiration avant de répondre. Parce que je voulais te voir libre. Je voulais te voir désiré d'une manière que je ne pouvais plus te donner. Et peut-être, voulais-je savoir ce que c'était que de lâcher prise. Sa réponse était à la fois honnête et terrifiante, car elle signifiait que cela ne concernait pas seulement moi. Cela le concernait aussi, nous concernait, concernant tout ce qui était brisé entre nous et que aucun de nous n'avait admis auparavant. J'avais envie de lui crier dessus, de l'accuser de m'avoir poussé à la trahison, que la vérité était que je n'avais pas assez lutté. Une partie de moi le désirait aussi. Cet aveu pesait lourd sur mon cœur, presque étouffant. Les semaines passèrent, et en apparence, la vie reprit son cours. Nos amis nous voyaient sourire ensemble et supposaient que tout allait bien. Aux yeux du monde, nous ressemblions à un couple normal. Mais sous cette surface, rien n'était plus pareil. Dot la nuit. Quand j'étais allongée près de David, mon esprit repassait en boucle tout. Parfois, j'étais malade de culpabilité, honteuse de ma faiblesse. D'autres fois, j'éprouvais un frisson dangereux en me souvenant de la façon dont j'avais remarqué, chéri, désiré Dot. Et toujours, je me demandais ce que cela disait de moi de ne pas pouvoir décider si je le regrettais ou non. Une nuit, incapable de me retenir plus longtemps, j'ai murmuré à David. Et si je voulais les revoir? Il ne répondit pas tout de suite. Son silence était lourd, délibéré. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était basse, régulière. Alors nous en parlerons, dit-il. Cette réponse m'effraya davantage qu'un refus, car elle signifiait que la porte n'était pas fermée.
Cela signifiait que ce n'était pas fini. Ce soir-là, je me détournais de lui, fixant les ombres sur le mur. Mon mariage n'était plus ce qu'il avait été. Les vœux que nous avions prononcés étaient toujours là, mais déformés, tordus, réduits à un point méconnaissable. Étais-je encore fidèle à David s'il était à l'origine de cette situation? Étais-je une traîtresse ou simplement une épouse obéissant aux désirs de son mari? Je ne savais plus. Tout ce que je savais, c'est que j'étais entrée dans un monde où la tentation l'emportait sur la raison. Et une fois qu'on y était entré, il n'y avait plus de retour en arrière. L'histoire de mon mariage n'était pas terminée, mais elle était à jamais changée.